Je m'appelle Dr Anthony Levatino. Je suis un obstétricien gynécologue en exercice et j'ai pratiqué plus de 12 200 avortements. D'abord, je vais décrire un avortement médical au premier trimestre. C'est une procédure dans laquelle la mère avale des pilules afin de mettre fin à sa grossesse. Elle est réalisée jusqu'à la 9e semaine de grossesse. La procédure comporte 2 étapes. La première étape, à la clinique d'avortement ou au cabinet du médecin, la femme prend des pilules qui contiennent du mifepristone, également appelé R.U.486. Le R.U.486 bloque l'action d'une hormone appelée progestérone. La progestérone est naturellement produite dans le corps de la mère pour stabiliser la paroi de l'utérus. Lorsque le R.U.486 bloque la progestérone, la paroi de l'utérus de la mère se décompose, coupant l'apport de sang et de nutriments au bébé, lequel meurt alors dans l'utérus de la mère. Il est important de noter qu'il est possible de stopper les effets du R.U.486 et de sauver le bébé si la progestérone est administrée le plus tôt possible. Deuxième étape, 24 à 48 heures après avoir pris le R.U.486. La femme prend du misoprostol, également appelé Cytotec, administré par voie orale ou vaginale. Le R.U.486 et le misoprostol provoquent des crampes sévères, des contractions et souvent des saignements abondants pour expulser le bébé mort de l'utérus de la femme. Le processus peut être très intense et douloureux, et les saignements et contractions peuvent durer de quelques heures à plusieurs jours. Pendant ce processus, la femme peut perdre son bébé à tout moment et n'importe où. Elle s'assoira souvent sur des toilettes en se préparant à expulser l'enfant, qu'elle finira par tirer la chasse. Elle peut même voir son bébé mort à l'intérieur du sac gestationnel. À 9 semaines, par exemple, le bébé mesurera presque 1 pouce de long et, si elle regarde attentivement, elle pourrait être en mesure de compter les doigts et les orteils. Après avoir éliminé son bébé, la femme peut avoir des saignements et des pertes pendant plusieurs semaines. En moyenne, les saignements durent de 9 à 16 jours. 8% des femmes saignent plus de 30 jours et 1% nécessitent une hospitalisation en raison de saignements abondants. Le R.U.486 est uniquement approuvé par la FDA pour les 7 premières semaines de grossesse, bien qu'il puisse être utilisé hors indication jusqu'à 9 semaines. Le taux d'échec augmente à mesure que la grossesse progresse. À 7 semaines, il a un taux d'échec de 5%, à 8 semaines un taux d'échec de 8% et à 9 semaines un taux d'échec de 10%. En cas d'échec, on proposera généralement à la femme un avortement chirurgical. L'avortement médical cause souvent des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des maux de tête et des saignements abondants. Des décès maternels sont survenus, le plus souvent dû à une infection et à une grossesse extra-utérine non diagnostiquée. Le premier trimestre chirurgical d'avortement, appelé aspiration et curetage, DSC par aspiration, est l'avortement le plus fréquemment pratiqué et est généralement utilisé de 5 à 13 semaines de grossesse. Après avoir administré une anesthésie, l'avorteur utilise un spéculum, comme celui-ci. Il est placé à l'intérieur du vagin et ouvert à l'aide de cette vis sur le côté, permettant à l'avorteur de voir le col de l'utérus, l'entrée de l'utérus. Le col de l'utérus agit comme une porte qui reste fermée pendant toute la durée de la grossesse, protégeant le bébé jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la naissance. L'avorteur utilise une série de tiges métalliques appelées dilatateurs, comme celle-ci, qui augmentent en épaisseur et les insèrent dans le col de l'utérus pour le dilater, obtenant ainsi un accès à l'intérieur de l'utérus où réside le bébé. Le bébé a un cœur qui bat, des doigts, des orteils, des bras et des jambes, mais ses os sont encore faibles et fragiles. L'avorteur prend un cathéter d'aspiration comme celui-ci. C'est un cathéter d'aspiration puissant, de matière plastique transparent et d'environ 23 cm de long, avec un trou au centre. Il est inséré à travers le col de l'utérus dans l'utérus. La machine d'aspiration est ensuite activée avec une force 10 à 20 fois plus puissante que votre aspirateur domestique. Le bébé est rapidement déchiré par la force de l'aspiration et pressé à travers ce tube jusqu'à la machine d'aspiration, suivi du placenta. Bien que l'utérus soit principalement vidé à ce stade, l'un des risques d'un DSC par aspiration est l'avortement incomplet, essentiellement des morceaux du bébé ou du placenta laissés derrière, ce qui peut conduire à une infection ou des saignements. Pour éviter cela, l'avorteur utilise une curette pour gratter la doublure de l'utérus. La curette est essentiellement une longue lame courbée à manche. Une fois l'utérus vide, le spéculum est retiré et l'avortement est complet. Les risques d'un DSC par aspiration comprennent la perforation ou la lacération de l'utérus ou du col de l'utérus, endommageant potentiellement l'intestin, la vessie et les vaisseaux sanguins à proximité. Hémorragie, infection, mais aussi, dans de rares instances, même la mort.
Les futures grossesses seront également à un risque accru de perte ou d'accouchement prématuré en raison de traumatismes liés à l'avortement et de blessures au col de l'utérus. L'avortement chirurgical du second trimestre, appelé dilatation et évacuation, DE, est pratiqué entre 13 et 24 semaines de grossesse. Après avoir administré une anesthésie, l'avorteur utilise un spéculum pondéré comme celui-ci qui ouvre largement le vagin parce que les bébés du second trimestre sont si grands, cet accès plus grand facilite un avortement à terme tardif. L'avortement à terme tardif nécessite que le col de l'utérus soit préparé 24 à 48 heures à l'avance avec des laminaires. Les laminaires sont un type d'algues stérilisées qui absorbent l'eau sur 8 à 12 heures et gonflent à plusieurs fois leur diamètre original. Une fois retirés, des dilatateurs métalliques peuvent être utilisés pour ouvrir davantage le col de l'utérus si nécessaire. Une fois le col de l'utérus suffisamment dilaté, le tube d'aspiration est placé à l'intérieur. Un bébé à 20 semaines de gestation est aussi grand que la longueur de ma main de la tête au postérieur, sans compter les jambes. La machine d'aspiration est activée et le liquide amniotique jaune pâle entourant le bébé est aspiré à travers les cathéters. Avec des bébés aussi grands, ils ne passent pas à travers des cathéters de cette taille. Les os et le crâne du bébé sont trop solides pour être déchirés par l'aspiration seule. Ceci est une pince de Sophor. Une pince de Sophor est faite d'acier inoxydable, elle mesure environ 33 cm de long, l'extrémité utile est d'environ 6,35 cm de long et 1,27 cm de large et il y a des rangées de dents tranchantes. C'est un instrument de préhension. Quand il se saisit de quelque chose, il ne lâche pas. L'avorteur utilise cette pince pour saisir un bras ou une jambe. Une fois qu'il a une prise ferme, l'avorteur tire fort afin de déchirer le membre du corps du bébé. Un par un, le reste des membres sont retirés, ainsi que les intestins, la colonne vertébrale et le cœur et les poumons. Habituellement, la partie la plus difficile de la procédure est d'extraire la tête du bébé, qui est de la taille d'une grosse prune à 20 semaines. La tête est saisie et écrasée. L'avorteur sait qu'il a écrasé le crâne lorsqu'une substance blanche sort du col de l'utérus. Ceci était le cerveau du bébé. L'avorteur retire ensuite les morceaux du crâne. Il retire le placenta et toutes les parties restantes du bébé avec une curette, grattant la doublure de l'utérus pour tout tissu restant. L'avorteur collecte ensuite les parties du bébé et les réassemble pour s'assurer qu'il y a 2 bras, 2 jambes et toutes les pièces. Une fois que toutes les parties ont été comptabilisées, l'avortement est complet. Pour la femme, cette procédure présente un risque significatif de complications majeures, y compris la perforation ou la lacération de l'utérus ou du col de l'utérus, avec des dommages possibles à l'intestin, à la vessie et à d'autres organes maternels. L'infection et l'hémorragie peuvent également survenir, ce qui peut même entraîner la mort. Les grossesses futures sont également à un risque accru de perte ou d'accouchement prématuré en raison des traumatismes liés à l'avortement et des blessures au col de l'utérus. Enfin, je vais décrire un avortement provoqué au 3e trimestre, qui est réalisé de 25 semaines à terme. À ce stade, le bébé est presque entièrement développé et viable, ce qui signifie qu'il ou elle pourrait survivre à l'extérieur de l'utérus si la mère entrait en travail prématurément. En raison de la grande taille et du développement avancé du bébé, cette procédure prend 3 à 4 jours pour être complétée. Le premier jour, l'avorteur utilise une grande aiguille pour injecter un médicament appelé digoxine. La digoxine est généralement utilisée pour traiter les problèmes cardiaques, mais une dose suffisamment élevée de digoxine provoquera un arrêt cardiaque fatal. L'avorteur insère l'aiguille avec la digoxine à travers l'abdomen de la femme ou par voie vaginale et dans le bébé, ciblant soit la tête, le torse, soit le cœur. Le bébé ressentira cela. Les bébés à ce stade ressentent la douleur lorsque l'aiguille perce le corps du bébé et que la digoxine fait effet, mettant fin à la vie du bébé. L'avorteur insère ensuite plusieurs bâtonnets d'algues appelés laminaires dans le col de l'utérus de la femme. Ils ouvriront lentement le col de l'utérus pour la livraison d'un bébé mort-né. Pendant que la femme attend que les laminaires dilatent son col de l'utérus, elle porte son bébé mort à l'intérieur d'elle pendant 2 à 3 jours. Le deuxième jour, l'avorteur remplace les laminaires et peut effectuer une seconde échographie pour s'assurer que le bébé est mort. Si l'enfant est toujours vivant, il administre une autre dose létale de digoxine. La femme peut ensuite rentrer chez elle, tandis que son col de l'utérus continue de se dilater. Si elle entre en travail et ne peut pas se rendre à la clinique à temps, elle accouchera chez elle ou dans un hôtel. Dans ce cas, il se peut qu'on lui conseille d'accoucher son bébé dans les toilettes d'une salle de bain. L'avorteur vient ensuite retirer le bébé et nettoyer. Si elle peut se rendre à la clinique, elle le fera pendant ses contractions les plus sévères et accouchera de son fils ou de sa fille mort. Si le bébé ne sort pas en entier, alors la procédure devient une DE, une dilatation et évacuation, et l'avorteur utilise des pinces et des forceps pour démembrer le bébé morceau par morceau.
Une fois le placenta et toutes les parties du corps retirées, l'avortement est complet. Les avortements tardifs présentent un risque élevé d'hémorragie, de lacération et de perforations utérines, ainsi qu'un risque de décès maternel. Les grossesses futures sont également à un risque accru de perte ou d'accouchement prématuré en raison des traumatismes liés à l'avortement et des blessures au col de l'utérus. Comme je l'ai mentionné au début, je suis le docteur Anthony Levatino et au début de ma carrière en tant qu'obgyn, j'ai pratiqué plus de 12 000 avortements. Un jour, après avoir complété l'un de ces avortements, j'ai regardé les restes d'un enfant à naître dont j'avais mis fin à la vie, et tout ce que je pouvais voir était le fils ou la fille de quelqu'un. J'ai réalisé que tuer un bébé à n'importe quel stade de la grossesse pour n'importe quelle raison est un grand mal. Je veux que vous sachiez aujourd'hui, peu importe où vous êtes ou ce que vous avez fait, que vous pouvez changer. Prenez la décision aujourd'hui de protéger les enfants à naître. Merci pour votre temps. Je ne ferai plus d'avortement. Quand vous comprenez finalement que tuer un bébé de cette taille-ci pour de l'argent est mal, cela ne prend pas longtemps pour comprendre que cela n'a pas d'importance si le bébé est de cette taille, ou de celle-ci, ou bien de cette taille-ci, ou peut-être même de cette taille-là, c'est toujours un être humain. Je n'en ai plus pratiqué d'avortement depuis, et je n'en ferai jamais plus de ma vie.